Bien le bonjour Internet. Psychiatre, psychologue, psychothérapeute, psychanalyste, on est un petit peu perdu avec toutes ces disciplines et tous ces termes. D'ailleurs, une liste non exhaustive circule sur votre écran. En tout cas, le dénominateur commun est psy, qui veut dire dans l'ancien grec psyché, l'âme, esprit. On va démêler tout ça, c'est parti. Il existe une multitude de métiers touchant de près ou de loin la psyché, l'esprit, l'âme, ou tout du moins à la santé mentale. Il n'est pas facile de s'y retrouver, mais à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés pour les différencier. Nous allons commencer par le premier métier, un psychiatre. C'est un médecin qui s'est spécialisé dans la psychiatrie. Il a suivi un cursus de 6 années d'études de médecine et de 4 années de spécialisation en psychiatrie. Il a donc réalisé des études de médecine et peut ainsi prescrire des médicaments. Sa fonction est de diagnostiquer et de traiter les maladies mentales. Prescrire et diagnostiquer, c'est ce qui le différencie des autres professions que l'on va voir. En d'autres termes, et c'est très important, il est le seul professionnel de santé mentale habilité à poser les diagnostics médicaux et à prescrire un traitement en conséquence. Les autres professionnels évoluant dans le milieu de la santé mentale, n'étant pas médecins, n'ont pas le droit légal de le faire. Il peut exercer à l'hôpital, en clinique ou en cabinet libéral. Il peut intervenir dans les structures médico-sociales également. Il peut traiter des maladies mentales graves, comme la psychose, la schizophrénie, les maniaco-dépressions, etc. Il peut proposer une hospitalisation dans un centre spécialisé ou l'imposer le cas échéant, ce que l'on nomme hospitalisation sans consentement. Et il faut savoir qu'avec le psychiatre, une consultation est remboursée par l'assurance maladie. Maintenant, nous allons voir le psychologue. Sa spécialité est d'étudier les comportements humains et son fonctionnement psychique. Le psychologue est un professionnel ayant une formation universitaire à la psychologie. Il est titulaire d'une licence et d'un master mention psychologie. Il peut exercer en tant que salarié ou en profession libérale. Le titre de psychologue est reconnu par l'État et protégé par la loi. Nous allons voir maintenant plusieurs spécialisations comme par exemple le psychologue clinicien. Il proposera des entretiens à son patient ou lui fera passer des tests pour cerner sa personnalité. Le psychologue cherche à soutenir le travail introspectif du patient pour l'aider à résoudre un problème moral. Il peut participer au suivi des patients en souffrance à travers une écoute et un soutien psychologique aux patients et à ses proches. Il peut également participer à des actions d'éducation psychosociale ou à des recherches scientifiques. Autre spécialisation, le psychologue social. Il étudie les effets du mental sur les interactions sociales. Il est dans le domaine de la recherche, il utilise des méthodes scientifiques et une étude empirique des phénomènes sociaux, il étudie l'identité, l'autorité, l'engagement, le pouvoir, la manipulation, etc. Selon le psychologue Gordon Allport, la psychologie sociale est une discipline qui utilise des méthodes scientifiques pour comprendre et expliquer comment les pensées, les sentiments et les comportements des individus sont influencés par la présence réelle, imaginée ou implicite d'autres êtres humains. La spécialisation suivante est le neuropsychologue. Il exerce en général dans les établissements de santé ou de recherche. Sa spécialité, c'est l'évaluation des fonctions cognitives. Il étudie les relations normales entre le cerveau et les comportements, ainsi que les changements qui surviennent lorsqu'un problème médical ou psychiatrique affecte le fonctionnement du cerveau. Le travail du neuropsychologue est principalement axé sur l'évaluation des troubles neuropsychologiques, notamment à l'aide de tests psychométriques. Il participe à l'élaboration du diagnostic et peut assurer le suivi des patients et participer à la rééducation. Une autre spécialisation, c'est le psychologue qui exerce dans le monde du travail. Celui-ci exerce dans les entreprises et est affecté aux ressources humaines, les instituts de sondage, les cabinets de recrutement ou les sociétés d'études marketing. Il a pour mission le recrutement et la sélection du personnel, l'organisation de la production et des services commerciaux, le suivi des carrières, de la formation professionnelle, les gestions du stress et des conflits. Le psychologue peut aussi également exercer dans l'éducation nationale. Il est alors un fonctionnaire qui contribue au parcours de réussite des élèves. Il exerce auprès d'écoliers, de collégiens, de lycéens ou d'étudiants. Il peut avoir aussi une spécialité dans l'éducation, le développement et apprentissage ou éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle. Voici un tableau qui va vous résumer un petit peu les deux premières disciplines de la santé mentale exposées dans cette vidéo. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on va voir les prochaines approches, il faut se dire que les psychologues et les psychiatres ont la possibilité de se former à d'autres disciplines et comme vous voyez ici, ils peuvent pratiquer la psychothérapie. Alors, qu'est-ce qu'un psychothérapeute ? Déjà, on peut dire que le titre de psychothérapeute a été réglementé à partir de 2011. On va résumer en disant qu'avant, tout le monde pouvait se prétendre psychothérapeute. Mais depuis 2011, seuls les psychologues, les psychiatres ainsi que les anciens psychothérapeutes pouvant justifier de 5 années d'exercice ont la possibilité d'obtenir ce titre.
La fonction de psychothérapeute est de mettre en place un processus thérapeutique destiné à soigner les souffrances et les difficultés psychologiques et psychiatriques de la personne. En individuel ou en groupe, il s'appuie sur les pratiques qu'il a choisi de développer dans sa formation. Et justement, on va les voir en détail dans les 2 prochains points. La psychothérapie est un processus dans lequel le patient et la famille, s'il s'agit d'un mineur, s'impliquent et s'engagent. Cela implique un coût financier, hors structure publique, un rythme régulier des séances et une assiduité des rendez-vous qui est à prévoir. Maintenant, on va aborder 2 approches. La première, l'approche systémique. Il s'agit de pratiques basées sur la conviction que chacun fait partie d'un système et que ce dernier détermine la position de ceux qui le constituent. L'attention se porte alors sur l'analyse des interactions dysfonctionnelles entre la personne suivie et le groupe d'appartenance. L'application la plus classique et que tout le monde connaît est la thérapie familiale, dont l'objectif initial est de réunir autour d'un porteur du symptôme tous les membres de la famille, parents, enfants, voire grands-parents. Dans cette thérapie systémique, il s'agira d'amener chacun à s'exprimer sur ce système commun dont l'objectif est d'isoler les causes du symptôme s'exprimant chez l'un ou l'autre. Ici, chacun pourra se trouver héritier d'une histoire transgénérationnelle dont il subit suffisamment les conséquences pour ne pouvoir en sortir seul. Il a besoin des autres membres du système. La deuxième approche est l'approche comportementaliste. Les thérapies comportementales et cognitives, les TCC, s'appuient sur l'observation et la modification du comportement problématique d'un individu. Il s'agit de l'application de méthodes de rééducation visant essentiellement à apprendre à se comporter autrement que de façon symptomatique. Par exemple, en cas de phobie, il s'agit de désapprendre tout comportement d'évitement en commençant par diminuer l'angoisse face à l'objet de celui-ci. Les thérapies comportementales et cognitives sont recommandées pour aider les personnes souffrant de troubles tels que troubles anxieux, attaques de panique, phobie simple ou sociale, agoraphobie, troubles obsessionnels compulsifs qu'on appelle TOC, dépression, stress, boulimie, aussi pour le sevrage, tabac, alcool, médicaments, les troubles sexuels, les soucis matrimoniaux ou relationnels. Les TCC se sont également montrés efficaces dans la réhabilitation des patients psychotiques chroniques. Voici le schéma vertueux qu'utilisent les TCC dans la guérison par exemple d'une phobie. C'est basé sur le principe de la confrontation progressive comme une désensibilisation à la phobie. Il existe bien entendu plusieurs approches dans la psychothérapie. On n'en a vu que 2, mais il en existe pas mal. Je vais vous en citer d'autres exemples. L'hypnose, qui est utilisée comme une méthode de persuasion ou d'auto-persuasion, afin de modifier certaines réalités du patient. Elle est notamment utilisée pour arrêter de fumer. Nous avons la PNL, la programmation neuro-linguistique, qui est un ensemble de techniques de communication et de transformation de soi qui s'intéressent à nos réactions plutôt qu'aux origines de nos comportements. La PNL s'intéresse à la façon dont les humains fonctionnent dans un environnement donné, et ce, en fonction de leurs schémas comportementaux. Si on décortique ces 3 lettres, programmation renvoie au fait que nous sommes conditionnés par notre milieu qui englobe un système de croyances et de comportements. Neuro signifie que ces programmes sont encodés dans nos circuits neuronaux, et linguistique renvoie au langage. D'ailleurs, ce langage, qu'il soit verbal ou non verbal, il reflète la façon dont nous nous représentons la réalité. Alors quelques applications sur la PNL, par exemple se remettre d'une rupture ou d'un deuil, préparer un examen, résoudre un blocage précis, sortir d'une série d'échecs, prendre la parole en public. Elle permet aussi d'affronter certains problèmes de santé et de somatisation, les troubles de crise d'identité ou encore de se sentir plus à l'aise en société. Troisième exemple, la Gestalt thérapie. Souvent le patient qui vient voir le praticien lui demande pourquoi il souffre. En Gestalt thérapie, le patient cherche comment il en est arrivé à cette situation. Le mot Gestalt est un dérivé du verbe allemand gestalten, signifiant mettre en forme ou donner une structure. Les problèmes auxquels la Gestalt peut apporter un soutien, c'est les problèmes relationnels allant de la timidité au sentiment d'exclusion, des problèmes sentimentaux et affectifs, une rupture difficile, problèmes de couple, troubles psychiques, anxiété, dépression, troubles bipolaires, troubles psychosomatiques, troubles alimentaires. Nous avons également le courant humaniste, qui s'appuie sur une conception positive de la personne. On l'appelle également la troisième voie puisqu'elle fait face aux comportementalistes et aux psychanalystes. La psychologie humaniste affirme l'existence en chacun de nous d'une dynamique naturelle, d'un potentiel de croissance inné, d'une capacité de créativité qui a pour but de nous permettre de réaliser notre plein potentiel. Nous sommes sur une conception positive de la personne. En 1943, Abraham Maslow mit au point une modélisation pyramidale de sa théorie des besoins. À la base se trouvent les besoins physiologiques, puis apparaissent les besoins sécuritaires, on s'élève ensuite vers des besoins d'appartenance, puis vers des besoins d'estime, pour cumuler enfin avec les besoins de réalisation personnelle. Selon cette théorie, il n'est possible de passer d'un besoin au suivant que si le précédent a été satisfait.
Dernier exemple, la psychologie positive. Elle s'intéresse aux ressources de l'être humain, aux conditions et processus d'épanouissement et de coopération des relations, les groupes et les institutions. La psychologie positive étudie les personnes épanouies, résilientes et en bonne santé mentale. C'est également une science appliquée. À partir des connaissances scientifiques, les chercheurs développent des pratiques et interventions qui permettent d'apprendre à développer ses propres forces et ressources psychologiques. La plasticité cérébrale nous permet de faire évoluer nos comportements, notre perception du monde et le rapport à nos émotions. Cette fois-ci, rassurez-vous, j'ai fini avec la psychothérapie. Maintenant, nous allons passer à la psychanalyse. La psychanalyse n'est pas une psychothérapie. Le but premier n'est pas de guérir une maladie psychique. La psychanalyse se réfère à une forme précise de traitement de souffrance psychique et s'appuie sur une méthode qui cherche à traduire la signification des conflits restés inconscients avec une investigation des processus psychiques profonds. La formation des psychanalystes, contrairement aux précédentes, n'a rien d'académique. Il faut néanmoins qu'ils aient rempli 3 conditions. Avoir eux-mêmes été analysés, avoir été formés à la théorie analytique par le biais d'associations psychanalytiques, et enfin qu'ils soient supervisés dans leur pratique par un contrôleur, lui-même analyste. La discipline a été fondée en 1922 par Sigmund Freud et elle vise à écouter et analyser les patients, son histoire personnelle, ses rêves, ses émotions, dans le but de traiter les personnes ayant des difficultés d'ordre psychologique ou névrotique. Certains psychologues et psychiatres sont donc aussi psychanalystes. Mais on ne peut pas avoir une formation de base de psychanalyste et exercer en tant que psychologue ou psychiatre. La méthode se base notamment sur les principes de la libre association d'idées. L'entretien n'est pas directif, le patient annonce sa parole telle qu'elle vient. Cette méthode vise aussi à l'analyse des mouvements relationnels inconscients entre le patient et son analyste. Pour ceux qui connaissent, on appelle ça la notion de transfert ou de contre-transfert. Afin de favoriser la libre association, la personne est allongée sur un divan et son analyste est assis derrière. C'est une démarche personnelle de connaissance de soi très approfondie qui dure généralement plusieurs années. Je vous donnerai comme exemple Woody Allen, qui est l'une des personnes les plus célèbres, se faisant psychanalyser depuis de nombreuses années. Refermons cette page et allons directement sur les coachs. Le coaching est la thérapie du bien portant. Chacun d'entre nous peut rencontrer à un moment de sa vie des difficultés liées à un changement, attendu ou non, une promotion, un licenciement, un divorce, un départ à la retraite, une mutation, un déménagement pour raisons professionnelles. Et malgré cet événement déstabilisant, nous restons psychologiquement en bonne santé. À la différence d'une thérapie, le coaching ne répond pas à une souffrance psychologique, mais au besoin de comprendre, d'appréhender une situation nouvelle et de rétablir un équilibre. Pour vous situer, le coach est un mélange entre un entraîneur et un mentor. Le coaching se pratique dans 3 catégories. Les sportifs, le monde du travail, les particuliers. Petit moment people, c'est un format pour la télévision grâce aux fausses émissions comme Pascal le Grand Frère qui sauve les familles menacées de dislocation ou encore Christina Cordula qui fait surgir d'un coup de baguette magique un nouveau look pour une nouvelle vie. Alors pourquoi c'est un bon format? C'est une prestation avec des clients qui se déroulent très rapidement. Nous avons par exemple 10 séances en moyenne à raison d'une séance tous les 10 jours. Sauf pour les séries télévisuelles où c'est plus court. Le coach identifie les blocages actuels à lever et non ceux du passé et permet de trouver des solutions concrètes. Contrairement au psychologue, le coach ne fait ni diagnostic ni prescription de médicaments. Il est orienté vers la solution dans un esprit de co-création avec la personne coachée. Et aujourd'hui en France, on compte environ un coach pour 10 psychologues. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur les différents professionnels de santé qui existent. On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, je vous dis à très vite.